Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur World H24 pour les informations. Voici les titres. Au Burkina Faso, un plan de réinsertion de djihadistes repentis a été avancé. Une augmentation des salaires des fonctionnaires et ce sera opérationnel dès ce mois d'avril. Ça se passe au Congo. Des malvoyants masseurs formés par une organisation au Rwanda, oui, nous irons à leur découverte. Bienvenue dans ce journal. Le Burkina Faso avance un plan de réinsertion de djihadistes repentis et lors d'une conférence de presse, le ministre de la Réconciliation nationale, Yeroboli, a expliqué ce plan qui permettra dialogue entre les terroristes et les comités locaux qui seront mis en place. Suivez. Si ces jeunes-là reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Par exemple, si vous souhaitez refaire ce que vous faisiez avant, à savoir l'élevage, on va trouver le moyen de vous accompagner pour que vous puissiez démarrer une activité de ce genre. Si vous souhaitez faire de l'agriculture, ce sera pareil. Que ce soit dans les localités concernées ou ailleurs, le gouvernement trouvera la possibilité de vous permettre de reprendre une activité normale. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président. Il s'agit du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Tiemoko Meiliet Kone. Le nouveau vice-président de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meiliet Kone, a prêté serment mercredi devant le Conseil constitutionnel à Abidjan au lendemain de sa nomination à ce poste qui était vacant depuis près de 2 ans. Peu connu du grand public, cet économiste a mené une longue carrière au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a également été directeur de cabinet du Premier ministre Guillaume Soro entre 2007 et 2010. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. Le poste de vice-président sanctuarisé dans la dernière réforme constitutionnelle de 2016 était vacant depuis juillet 2020 et la démission de Daniel Kablan-Duncan pour convenance personnelle. Selon l'article 62 de la Constitution, le vice-président devient président de plein droit en cas de vacance par décès, démission ou empêchement absolu de ce dernier. C'est mardi devant les députés et sénateurs réunis en congrès dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro que le président Alassane Ouattara a annoncé la nomination du gouverneur de la BCAO. En République démocratique du Congo, une bonne nouvelle pour les fonctionnaires et agents publics. Les salaires augmenteront de 30% et c'est dès ce mois d'avril que ce sera opérationnel. Les salaires des fonctionnaires et agents publics congolais augmenteront de 30% dès ce mois d'avril 2022. Jean-Pierre Liot, vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, a annoncé que cette hausse est le fruit de négociations entre l'intersyndicale de la fonction publique et le gouvernement congolais. Elle répond aux multiples demandes des fonctionnaires au sujet de leur niveau de vie. L'intersyndicale et le gouvernement ont donc conclu et signé un avenant au protocole d'accord de Bibois, nom de la ville où s'est tenue la commission paritaire de novembre dernier. Cette augmentation sera progressive puisqu'une autre hausse de 45% sera prévue pour le 3e trimestre 2022. Le collectif des syndicats de l'administration publique s'est réjoui de cette mesure qui va concerner tous les personnels civils, ceux de l'armée et de la police y compris. L'exécutif avait décidé d'augmenter le salaire de 45%, mais aussi de réduire de 15 à 3% l'impôt sur le revenu professionnel IPR. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur une possible réduction d'impôts. Et enfin, les soldats français établis sur la base de Gossi dans le nord du Mali ont officiellement remis les clés de cette dernière aux propriétaires, les forces armées maliennes. Regardez. 2 mois après l'annonce de l'arrêt de l'opération Barkhane par le président Emmanuel Macron, l'armée française vient officiellement de remettre ce mardi les clés de la base de Gossi aux forces maliennes. Le poste situé dans le nord du Mali a été restitué en l'état avec tous les dispositifs défensifs, tous les équipements ainsi que des infrastructures de casernement, a détaillé Pascal Yanni, porte-parole de l'état-major des armées.
Les forces françaises ont déjà quitté 3 villes du pays. Kidal, Thessalie et Tombouctou. Reste encore la rétrocession des bases de Ménaka et de Gao. En tout, 2500 soldats français sont encore déployés au Mali, 4600 sur l'ensemble du Sahel. Alors que la menace djihadiste dans la région est toujours bien réelle, l'armée française a réaffirmé qu'elle ne cesserait pas son combat et souhaitait travailler avec les pays voisins. Mais pendant que la France retire son opération anti-djihadiste, la Russie, elle, augmente sa présence militaire. 2 hélicoptères et des radars 4e génération ont été livrés ce lundi. Et ce n'est pas la première fois. En mars et en octobre dernier déjà, des livraisons d'équipements militaires avaient eu lieu. La junte militaire au pouvoir à Bamako a annoncé d'autres opérations à venir dans les prochains mois. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux. Depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. L'objectif de tout ce que nous faisons au niveau de l'état-major général des armées et des armées et services, c'est de travailler à garder notre autonomie pour être en mesure de défendre de façon autonome notre territoire. Le rapprochement entre Bamako et Moscou, ajouté à la présence du groupe de mercenaires russes Wagner, inquiète les Occidentaux. La mission de l'ONU, la MINUSMA, est toujours en cours au Mali jusqu'en juin prochain, date à laquelle son mandat devrait être ou non renouvelé. Depuis 5 ans au Rwanda, une organisation au nom de Sing Hands a dispensé des formations à plusieurs malvoyants. C'est le cas d'une dame de 35 ans qui est devenue une masseuse et qui gagne sa vie quotidienne à partir de ça. Regardez. Chaque matin, Immaculée Karura se rend au travail guidée par sa canette blanche. Cette Rwandaise de 35 ans a perdu la vue très jeune. Aujourd'hui, elle exerce le métier de massothérapeute. J'aime être masseuse. Quand je masse un client, je me sens bien et j'ai l'impression d'interagir avec mes clients pendant les séances. Cela signifie beaucoup pour moi. Immaculée a appris le massage à Sing Hands, comprenez les mains qui voient, une organisation qui forme les masseurs depuis 5 ans. Une activité qui permet à cette mère célibataire de subvenir aux besoins de sa famille. Les Rwandais nous considèrent comme des personnes inutiles, incapables. Ils pensent que nous ne vivons qu'en mendiant. Certains d'entre nous sont encore obligés de mendier parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler et de gagner leur vie. J'ai rencontré de nombreux employeurs qui m'ont toujours promis de me rappeler sans jamais le faire. Sing Hands a désormais formé une 50aine de massothérapeutes, tous malvoyants ou aveugles. Le service est devenu très populaire parmi les expatriés de Kigali, mais beaucoup moins chez les Rwandais, explique la fondatrice Beth Gatonnier. J'ai commencé à les former et j'ai pensé que je pourrais les placer dans différents hôtels, différents endroits au Rwanda, mais personne ne voulait les embaucher à l'époque. J'ai donc dû partir à la recherche de clients pour eux. Pour ce qui est des clients, ils apprécient la technique raffinée des masseurs aveugles. Je savais qu'ils avaient les sens plus aiguisés que les nôtres et j'étais curieuse de connaître ce sens du toucher. Il y a une intensité que je n'ai pas expérimentée avec les masseurs habituels. Les masseurs gagnent environ $100 par mois, payés directement par les clients. À terme, Beth Gatonnier espère laisser la gestion de l'organisation entièrement aux membres malvoyants. Le Musée national de la civilisation égyptienne a inauguré une nouvelle salle dédiée à toutes sortes de vêtements portés à différentes époques, depuis l'Égypte ancienne jusqu'au temps moderne. Regardez. Jusqu'au temps moderne. À l'occasion de la Journée du patrimoine mondial, le musée situé au Caire, la capitale, a présenté sa nouvelle salle textile dans laquelle environ 650 objets sont exposés. Nous nous trouvons actuellement dans la salle du textile égyptien qui comprend 2 étages. Le rez-de-chaussée présente le patrimoine textile égyptien de l'Égypte ancienne, de la période gréco-romaine, des périodes coptes et islamiques, ainsi que de l'époque moderne et contemporaine.
L'étage supérieur accueille des objets de la dynastie de Mohamed Ali, des vêtements, des bijoux et des tenues portées par les personnes occupant certains emplois à cette époque. Il y a aussi une scène qui montre des tenues traditionnelles de diverses provinces et régions égyptiennes comme le Sinaï, Siwa, la Haute-Égypte, le Delta et différentes régions de l'Égypte. Dans cette salle sont exposées des tenues traditionnelles transmises de génération en génération qui ont été préservées. La plupart des objets exposés étaient autrefois au musée du textile situé dans la célèbre rue Moez. Si vous regardez les vêtements traditionnels, vous trouverez des tenues très anciennes, ce qui signifie qu'elles ont été transmises de génération en génération et que nous n'y avons eu accès que parce que les générations ont continué à les transmettre. Nous n'aurions jamais connu ces tenues du Sinaï, de Siwa, de Haute-Égypte et d'Assiou si les gens ne les avaient pas transmises. Les gens ne portent plus ces vêtements, mais c'est une façon de rester enraciné dans le patrimoine égyptien. Il n'y a pas que les antiquités, le patrimoine est aussi très important et si vous ne le conservez pas, vous n'aurez pas d'identité. Récemment ouvert dans le quartier de Fusta, où se trouvait la première capitale islamique d'Égypte, le musée national de la civilisation égyptienne s'inscrit dans la campagne entreprise par le pays pour promouvoir des nouvelles découvertes archéologiques auprès des médias et des diplomates internationaux. Le secteur vital du tourisme a récemment commencé à se remettre de la pandémie de coronavirus, mais a été de nouveau touché par les effets de l'invasion russe en Ukraine. Au Brésil, le carnaval de Rio, un événement touristique le plus important de la municipalité de Rio et la fête la plus populaire du Brésil, en particulier à Rio de Janeiro, a démarré officiellement après 2 ans d'absence. Regardez cette vidéo. Le carnaval de Rio a débuté ce mercredi après que le maire de la capitale brésilienne, Eduardo Paes, a remis les clés de la ville au rei Momo, le roi du carnaval. Cet acte symbolique a toujours marqué le début des festivités, or il n'avait pas eu lieu depuis 2016. Des années d'abstention expliquées par le refus du maire précédent, Marcelo Crivella, de participer à cette tradition, puis par l'annulation du carnaval en raison de la pandémie de Covid-19. Des années ont passé sans que cette cérémonie ait lieu. Le carnaval est certainement la plus grande manifestation culturelle de notre peuple, de notre terre, le plus grand symbole de notre pays. Le carnaval est lié à notre histoire, à nos ancêtres, à notre culture. Mieux vaut tard que jamais, puisque cela fait 2 ans que le carnaval n'a pas eu lieu. L'occasion pour les chars clinquants et les danseurs des différentes écoles de samba de refaire leur apparition le long des gradins bondés du célèbre Sambadrone de Rio. Moi, en tant que monarque des réjouissances, je déclare ouverte la plus grande manifestation de culture populaire du monde, le carnaval de Rio. Vive la samba, vive la culture populaire brésilienne, vive le carnaval de Rio. Habituellement, le carnaval de Rio, c'est aussi plus de 500 fêtes de rue qui font vibrer la ville, mais cette année, ces célébrations informelles n'auront malheureusement pas lieu, l'hôtel de ville ayant refusé de leur accorder l'autorisation de danser. Reste à voir si l'interdit sera respecté. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et on se retrouve à la prochaine.